Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Nous sommes dans l'intelligence du monde pour une nouvelle saison. C'est la saison 2 et pour démarrer cette saison, nous commençons avec une série consacrée à la guerre économique grâce à un ouvrage qui vient de paraître du docteur Maurice Simodiom, La guerre économique. Alors avec lui, nous allons comprendre ce concept et nous allons justement dans une deuxième partie de cette série avoir plusieurs débats avec d'autres invités pour justement faire le point sur cette notion. Avec votre permission, j'accueille mon unique invité ce soir, le docteur Maurice Simodiom. Maurice Simodiom, bonsoir. Bonsoir Jules. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour la gouverne des téléspectateurs, nous allons avoir avec vous 4 entretiens en face à face comme ça, l'histoire de bien comprendre cet ouvrage sur la guerre économique, parce qu'il faut le rappeler d'emblée, c'est la première fois qu'un chercheur africain travaille sur ce sujet. Tout à fait. La guerre économique, c'est un sujet qui est très intéressant, mais en Afrique, les chercheurs n'ont pas encore jugé utile de s'y intéresser. Alors, nous avons commencé les recherches il y a 4 ans et nous voulons ouvrir des voiles et des pistes de recherche parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons découvertes et il y a encore beaucoup à faire sur la notion de la guerre économique. Alors, qu'est-ce qui suscite votre curiosité de chercheur par rapport à cette notion? Il faut dire que vous avez plutôt un background littéraire. On est surpris de voir le bond que vous faites. Vous passez de la littérature à l'intelligence économique. Alors, je suis effectivement titulaire d'un doctorat PhD en littérature française, littérature générale et comparée. Et j'ai soutenu une thèse de doctorat sur le thème de l'hybridité. L'hybridité est un sujet, c'est un paradigme de l'identité dans la mondialisation. Alors donc, nous sommes dans la mondialisation. Mais l'intelligence économique et la guerre économique, c'est aussi la mondialisation. Cela signifie qu'une fois qu'on a atteint le niveau de la recherche, qu'on est apte à mener des recherches, ce qui importe, ce n'est plus les disciplines, mais ce qui importe, c'est les sujets. Donc, je reste sur le même sujet, aussi curieux que cela puisse paraître. La guerre économique n'est pas différente de l'hybridité, sauf que c'est un thème pris dans un sens différent. Donc, nous sommes là ici dans une pédagogie qui sera de plus en plus appliquée dans le monde entier. Je rappellerai par exemple que cette année en Finlande, en 2020, l'année prochaine en Finlande, la pédagogie postdisciplinaire va entrer en vigueur. C'est quoi la pédagogie postdisciplinaire? Il n'y aura plus de disciplines, plus d'histoire, plus de mathématiques, il n'y aura plus de géométrie, il n'y aura plus de technologie ni de sciences naturelles. Il y aura des thèmes. Lorsque l'enseignant va prendre le thème de la Deuxième Guerre mondiale, il va l'enseigner sous l'angle historique, sous l'angle statistique, sous l'angle stratégique, médical, bien sûr. Et donc, c'est les événements qui importent. Donc, en réalité, je suis déjà dans cette approche post-disciplinaire parce que je prends la mondialisation. Je l'étudie d'abord sur le plan culturel et identitaire, oui, avec les identités complexes nées de la colonisation et des métissages. Et ensuite, le même thème, c'est-à-dire le même événement, c'est-à-dire la mondialisation, je le prends d'un point de vue stratégique parce que, comme vous le savez déjà très bien, la guerre économique n'est pas un sujet de sciences économiques. C'est plus un sujet de la géoéconomie qui est plus proche de la géopolitique et des relations internationales que de la science économique. D'accord. Alors, entrons un peu dans la compréhension du concept guerre économique. On en parle comme ça, mais est-ce que cela a une connotation scientifique? Est-ce que c'est une discipline aujourd'hui reconnue scientifiquement? Alors, la guerre économique, vraiment, comme vous le dites, depuis 1 an, est dans tous les débats. Quand vous faites un benchmark... On entend dans les médias la guerre économique entre la Chine et les États-Unis, entre l'Europe et la Chine, etc. C'est un vocable qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Justement, je fixais le repère d'1 an, parce que c'est à cette période-là que le nouveau président américain, Donald Trump, a menacé, d'abord menacé, et ensuite est passé à l'acte en haussant les droits de douane sur certains produits venant de la Chine. Donc, tout a commencé en ce moment-là. Le mot guerre, l'expression guerre commerciale et l'expression guerre économique ont connu un printemps tel qu'on les retrouve dans les chroniques de la presse généralisée, dans les chroniques de la presse spécialisée, dans le langage populaire. Donc, tout le monde parle de la guerre économique. Mais quand on regarde très bien, on se rend compte que chacun sait lui-même ce qu'il entend par guerre économique.
Il n'y a pas en réalité pour l'instant un consensus sur ce qu'on devrait appeler guerre économique. D'accord. Et vous-même, vous avez du mal, peut-être pas du mal, mais vous-même, vous refusez de définir la guerre économique tout au long de votre ouvrage et vous l'expliquez fort à propos à la conclusion de votre livre. Alors, celui qui nous regarde, il a envie de savoir c'est quoi la guerre économique? Qu'est-ce qu'on entend concrètement par guerre économique? Parce qu'il faut qu'à un moment donné, on s'accorde là-dessus. Bien entendu, je n'ai pas défini la guerre économique à l'introduction. J'ai préféré à l'introduction présenter toutes les acceptions, toutes les conceptions qui sont disponibles à l'heure où nous parlons sur la notion de guerre économique. Par la suite, j'ai étudié les faits observables sur l'échiquier économique de la mondialisation, des faits qu'on peut retrouver sur le champ fiscal, la fiscalité internationale, sur le champ des ressources naturelles, sur le champ de la monnaie comme arme de domination, sur le champ de la communication financière, etc. J'en ai étudié 7. J'ai étudié 7 échiquiers et par la suite, dans la deuxième partie, j'ai soumis les conclusions de cette étude des 7 échiquiers à un travail d'analyse. J'ai isolé les traits caractéristiques de la guerre économique et à la conclusion, j'ai donné ma définition de la guerre économique. Mais donnez-nous cette définition. Qui n'est pas une définition qui tombe du ciel, mais qui émane du terrain. Bon, pour donner la définition que moi j'ai fournie de la guerre économique, je voudrais d'abord commencer par dire ce que les autres disent de la guerre économique, parce que ça, c'est très important. Alors, la guerre économique, c'est un concept qui a été lancé pour la première fois en 1971 par Bernard Isambert, un polytechnicien français. Et 20 ans plus tard, dans les années 90, précisément en 1997, Christian Arbulot a lancé l'école de guerre économique en France. Et cette école de guerre économique dispense des enseignements sur la guerre économique depuis 1997. Et cette école a une définition de la guerre économique. Et généralement, lorsque nous lisons les corpus de cette école, lorsque nous lisons les livres de Christian Arbulot, le fondateur de cette école, et lorsque nous lisons aussi d'autres ouvrages publiés par d'anciens de cette école, nous nous rendons compte que la définition qui est utilisée là-bas, c'est l'utilisation de la violence par les États sur l'échiquier économique. Alors, les faits que j'ai analysés, les échiquiers que j'ai visités, tout ce que j'ai pu observer en fouillant sur Internet, en fouillant dans les livres, en fouillant dans les archives, m'ont permis de balayer cette de mettre entre parenthèses cette définition. Vous savez que la science se réinvente tous les jours. Bien sûr. Personne n'a la vérité, personne n'a la vérité infuse. Et une fois que vous avez des conclusions auxquelles vous êtes arrivés, vous devez souffrir que des personnes qui sont venues après, qui ont jeté un autre regard sur ce que vous avez étudié, aient d'autres conclusions. Donc j'ai adopté une démarche différente en allant dans les faits d'abord, en étudiant les faits. Je me suis rendu compte que la guerre économique n'est pas un paradigme de la violence, mais plutôt un paradigme de la subtilité. C'est pour cette raison qu'à la fin, à la dernière page de mon livre, je peux enfin dire, je vais définir la guerre économique sur la base de tout ce que j'ai étudié. Ce n'est pas l'utilisation de la violence. Mais est-ce que la violence et la subtilité sont forcément opposées? Pas du tout, c'est complémentaire en réalité. C'est la violence, c'est ce que les autres ont vu jusqu'à présent. Oui. Mais ça pose un problème, nous verrons pourquoi. Il y a un problème à dire que la guerre économique est l'utilisation de la violence. Oui. Il y a des implications qui ne sont pas très utiles pour la recherche scientifique, mais surtout pour les enjeux des pays dominés. D'accord. Alors, dans les enjeux des pays dominés, nous pensons que la guerre économique doit être vue comme l'utilisation de la subtilité pour dissimuler la violence sur le champ économique. D'accord. Alors, je tiens à préciser juste qu'il va falloir que vous et moi, nous faisions attention, notamment à nos téléspectateurs, parce qu'on parle d'un sujet qui est suffisamment complexe. Il faudrait que nous fassions l'effort de ramener ça à la compréhension du maximum des téléspectateurs africains qui nous regardent. Alors, je voudrais, pour avancer, reprendre un peu quelque chose que vous dites dans votre conclusion, justement. Vous dites, cette réflexion aurait pu commencer par une définition comme la plupart des livres, qui veulent étouffer les faits avec des théories préélaborées. Elle a commencé par la narration avant de passer à l'analyse. À ce stade de la compétition, la réflexion n'a toujours pas dégagé une définition pour
une raison évidente. C'est davantage la description et l'analyse que la définition qui permettent de saisir une idée. Définir une idée, c'est la simplifier. Or, la guerre économique est un concept complexe qui ne peut pas être simplifié sans être décomposé. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Bien entendu. Alors, il y a globalement deux théories, deux façons de présenter la théorie. Il y a une façon empirique, celle que moi j'ai utilisée, c'est-à-dire nous observons les faits et nous analysons les faits. Une fois que nous avons observé les faits et que nous les avons analysés, nous les éprouvons et nous tirons des conclusions. Et c'est ces conclusions qui sont considérées comme étant la théorie. Il y a une autre méthode qui consiste à élaborer des constructions complexes et puis à les appliquer dans le domaine du réel. C'est cette méthode que j'ai évitée parce qu'elle ne peut pas nous conduire de façon efficace vers le terrain. Nous voulons que les gens comprennent ce qu'il y a sur le terrain. Et c'est sur le terrain que nous sommes partis recueillir les faits et nous les avons analysés et nous avons enfin une théorie de la guerre économique qui se construit autour de la subtilité et de la dissimulation. D'accord. Alors, quel est le rapport entre justement la guerre économique et les autres disciplines qui peuvent être considérées comme des disciplines voisines, notamment la diplomatie, par exemple? Économique. Alors, c'est dans les années 70 que tous ces concepts éclosent. L'intelligence stratégique en 1967, si mes souvenirs sont bons, la guerre économique en 1971, la diplomatie économique, tous ces concepts naissent tous dans le même contexte. Pourquoi est-ce qu'il y a un regain vers cet adjectif économique qu'on colle à la sécurité économique, à la diplomatie économique, la guerre économique, l'intelligence économique, le patriotisme économique? C'est que nous sommes en pleine guerre froide. Et la guerre froide, c'était une crispation idéologique entre deux camps, le camp communiste et le camp capitaliste. Mais les États-Unis d'Amérique avaient déjà compris que cette crispation allait prendre fin un jour. Et les États-Unis d'Amérique s'étaient mis en recherche d'une nouvelle forme de crispation qui allait rythmer les relations internationales. Et c'est ainsi que tous ces concepts sont nés en pleine guerre froide, mais c'était déjà pour préparer un monde post-idéologique. Donc quand l'idéologie s'épuise, notamment avec la chute du mur de Berlin et la fin, ce que d'aucuns ont appelé la fin de l'histoire, c'est-à-dire la fin de la crispation idéologique, nous nous retrouvons dans un monde où la primauté est devenue une primauté économique. Donc tout le monde est dans la course à l'économique. Les États-Unis d'Amérique avaient pris une longueur d'avance, qui avaient présagé la fin de la primauté idéologique, avaient déjà préparé le terrain avec l'intelligence économique, avec l'innovation dans l'économie numérique, parce que dans les années 70, la CIA avait déjà lancé un fonds d'investissement InQtel qui avait incubé notamment, entre autres par la suite, la start-up Facebook. Donc, tous ces concepts rendent compte de la résurgence de la primauté économique 40 ans après la crispation idéologique. Ça veut donc dire concrètement que dès les années 90, ce qui importe aux yeux de tous les pays au monde, c'est la richesse. Il faut accroître le PIB et accessoirement la puissance. Il faut dominer. Donc les deux préoccupations sont complémentaires. Il faut accroître son PIB pour pouvoir dominer ou pour pouvoir empêcher les autres de vous dominer. Et de l'autre côté, il faut dominer les autres pour être en mesure de toujours accroître son PIB. Donc tous ces paradigmes, la guerre économique, la diplomatie économique, c'est une façon de renouveler la diplomatie en mettant les questions économiques au centre du jeu, puisque désormais c'est l'intérêt qui gouverne. Donc vous allez voir que la plupart des chefs d'État, lorsqu'ils se déplacent désormais, ils ont dans leur bagage des capitaines d'industrie et non plus des fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il est à la quête de la richesse. Il part avec ceux qui créent la richesse et il négocie des contrats, il signe à la place de ces personnes et ces personnes sont censées faire le reste. Donc voici la diplomatie économique. Le patriotisme économique, on a vu également tous les débats sur le patriotisme économique. Il y a également une grande effervescence pour le patriotisme économique, de la même manière que pour l'intelligence économique. Donc tous ces concepts peuvent aujourd'hui être réunis au sein d'une grande discipline qu'on appelle la géoéconomie, qui en fait
est une branche de la géopolitique, mais qui a éclos aussi dans la période de la fin de la guerre froide, comme une préoccupation d'étudier la puissance, la richesse comme un enjeu de puissance. Alors, quel est l'état de la recherche aujourd'hui dans le domaine de la guerre économique? Parce que, comme vous l'avez dit, on se rend bien compte qu'en Occident, on y pense et on y travaille depuis des années, mais en Afrique, par exemple, on n'est même pas encore au balbutiement. Quel peut être aujourd'hui, selon vous, l'état de la recherche dans ce domaine? Alors, en Afrique, le concept d'intelligence économique est en train de pénétrer. Il y a des assises de l'intelligence économique, il y a des cabinets de l'intelligence économique, il y a dans certains pays comme le Rwanda, l'Éthiopie, il y a déjà des délégations gouvernementales à l'intelligence économique. Et parallèlement à ça, le Conseil de veille stratégique, qui est la déclinaison pour le secteur privé de l'intelligence économique, pénètre aussi les entreprises petit à petit. Mais le thème de la guerre économique, pas encore. Par contre, depuis les années 70, il y a une intense activité dans les think tanks américains sur le thème de la guerre économique. Et, tenez-vous prêts, ce n'est pas des économistes qui font ces recherches. Majoritairement, c'est des militaires, des relationnistes, des personnes qui étudient la géopolitique et les relations internationales. C'est des historiens d'idées, des gens qui ont étudié l'histoire des idées. C'est des politologues. Ils étudient, ils font des articles. Il y a de nombreux articles qui paraissent dans des revues spécialisées sur la géopolitique et qui traitent de la guerre économique. Donc, la guerre économique, ce n'est pas seulement les articles, c'est aussi des livres. On a également une panoplie de livres qui s'écrivent depuis les années 90 sur le thème de la guerre économique. Nous avons un écrivain qui est réputé aux États-Unis d'Amérique, Edward Luttwak. Lui qui a créé le concept de géoéconomie, écrit également beaucoup depuis 20 ans sur le thème de la guerre économique. Et ces histoires, ces œuvres, ces thèses évoluent au fur et à mesure que les rapports de force sur l'échiquier de la mondialisation économique changent. Il a commencé par travailler sur les rapports entre les États-Unis et le Japon. Et étant donné qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a opéré une résurrection légendaire en passant d'une économie dévastée après les événements d'Hiroshima et de Nagasaki à la situation très méritoire de deuxième économie mondiale. Alors, les préoccupations d'Edward Luttwak dans cette période-là étaient d'instruire les services américains, notamment les services secrets et les services économiques américains, de faire attention à l'hégémonie économique du Japon. Aujourd'hui, les recherches de la guerre économique et de la géoéconomie aux États-Unis d'Amérique se sont déplacées parce que le Japon n'est plus une grande menace. C'est maintenant la Chine. Alors, la plupart des œuvres qui paraissent sur la guerre économique aux États-Unis portent sur la menace chinoise. Alors, il y a de très nombreux livres écrits parfois, généralement par des colonels d'armée, et qui demandent de faire attention à l'hégémonie économique chinoise et qui recensent les armes de guerre économique que la Chine utilise et qui mettent l'accent sur l'arme monétaire, la dévaluation permanente du yuan, et puis sur le vol de la technologie à travers l'imposition des investisseurs locaux dans des entreprises américaines en Chine. Donc voilà un peu les préoccupations au niveau des États-Unis. Nous aurons l'occasion effectivement de revenir dans les prochaines éditions en détail. Maintenant, un petit mot sur la cas France. pratiques. Oui, on termine rapidement avec la France. Alors la France, c'est le pays par rapport aux États-Unis d'Amérique qui produit le plus d'œuvres et d'ouvrages sur la guerre économique. L'activité est intense, surtout que la France dispose depuis 1997, nous l'avons déjà dit, d'une école de guerre économique qui produit des diplômés et qui mène de la recherche. Nous avons des grands chercheurs. Christian Abouilo lui-même, il écrit beaucoup d'articles, beaucoup de livres. Éric Delbecq, diplômé en histoire des idées, il écrit aussi. Ali Laïdi, que nous connaissons, qui présente une chronique sur l'intelligence économique sur France 24, a écrit très récemment, je crois, son 5e livre sur la guerre économique, intitulé « Le droit, arme de guerre économique » et qui correspond au chapitre 1er de mon livre, « La compétence extraterritoriale de la juridiction américaine ». Donc, on a plusieurs auteurs qui travaillent sur la guerre économique et pour finir, en France, la tendance, c'est plutôt de se plaindre de l'avance que prennent les États-Unis d'Amérique par rapport à l'Union européenne et surtout par rapport à la France. Et de l'autre côté, une interpellation de plus en plus vive pour que la France prenne conscience des enjeux géoéconomiques
et règle ses pendules. D'accord. Nous allons marquer rapidement une pause et nous allons revenir pour la deuxième partie de cette émission. Je rappelle, Madame, Monsieur, que vous êtes bien sûr l'intelligence du monde et qu'aujourd'hui, nous recevons Maurice Simodium, le docteur Maurice Simodium, qui vient de commettre cet ouvrage, La guerre économique. Et c'est grâce à lui que nous allons essayer effectivement de comprendre cette notion qui est assez récente et qui n'existe pas véritablement dans le champ d'études de la plupart des pays africains. Nous marquons une pause et nous revenons à tout de suite. De retour sur ce plateau de l'intelligence du monde. Alors, je vais commencer cette deuxième partie en lisant un extrait de votre livre, qui est préfacé par le docteur Paul Focam, dont on connaît les écrits, dont on connaît l'intelligence économique, l'intérêt effectivement pour la stratégie, pour l'intérêt et le leadership. Justement, qui a écrit parmi tant d'autres un livre qui est resté très connu, Et si l'Afrique se réveillait, et qui a commis il y a quelques années un petit livre intitulé L'intelligence économique. En 2015, mais il a été traduit en anglais, Economic Intelligence, en 2018. D'accord. Alors il dit, concernant votre ouvrage, cet ouvrage nous promène dans les méandres des rapports de force d'aujourd'hui, un monde féroce où la violence a moins de poids que la ruse, où la grossièreté se ramollit devant la subtilité, où la flexibilité l'emporte sur la raideur et donc où le vainqueur n'est pas toujours le plus fort. Pour tirer son épingle de la mondialisation, l'Afrique qui semble faible aujourd'hui devra se mettre à l'école de la guerre économique. Donc ça, c'est un extrait de la préface du docteur Paul Focam. Alors, je voudrais qu'on commente un peu cet extrait. C'est-à-dire que, contrairement à une idée très reçue et très répandue, ce n'est pas toujours le plus fort qui remporte des victoires. Pas du tout. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison. Non, pas du tout. Alors, le docteur Paul Focam enseigne Sun Tzu aux étudiants de MBA. Et je suis sûr qu'en écrivant ce passage, il avait en tête cet aphorisme de Sun Tzu qui dit « La guerre consiste à projeter les rochers sur les œufs de poule, les œufs de perdrix, par exemple, pour être plus précis, pour qu'on sache de quoi il est question. Projeter les rochers sur les œufs. Cela signifie, pour sortir du sens figuré, que la guerre consiste à utiliser la force contre la faiblesse. Alors, mais il continue en disant, ce n'est pas sûr que c'est la faiblesse qui va perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément important, l'information. Si le propriétaire des œufs sait que les rochers seront projetés sur ses œufs, qu'est-ce qu'il fait? Il déplace les œufs. Conséquence, les rochers auront été mobilisés en vain. Donc voilà une débauche d'énergie qui n'a pas pu produire une efficacité, étant donné que l'information a permis à celui qui est faible d'éviter la confrontation. Donc, alors, dans la pensée stratégique de Sun Tzu, il y a quelque chose qui est très important. Il faut tout faire pour gagner la guerre sans arriver à la confrontation. Il faut utiliser le dilatoire, il faut utiliser l'intimidation. La ruse. La ruse, la feinte. Donc ça, c'est très important. Si nous nous déplaçons du champ de la stratégie militaire vers le champ de la guerre économique, nous pouvons encore appliquer certains de ces principes parce que l'information est centrale. C'est très important, l'information. Tout ce livre est dû au fait que je travaillais sur l'information. Et c'est au moment où je travaille sur l'information que je me rends compte qu'il y a beaucoup à dire sur les nouveaux concepts qui se sont révélés au monde des relations internationales avec la fin de la guerre froide. Donc, c'est l'information, c'est dans l'information que nous avons la clé que les faibles peuvent utiliser pour échapper à la domination, voire renverser la domination et devenir eux les nouveaux dominés, sauf qu'ils ne doivent pas dormir parce que les anciens forts qui sont devenus des faibles peuvent également mobiliser l'information, étant donné que l'information est une arme démocratique à la disposition de tout le monde. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur la notion de subtilité. Il y a un élément qui, moi, personnellement, m'a marqué, où la flexibilité l'emporte sur la raideur, et donc où le vainqueur n'est pas toujours le plus fort. Pour tirer son épingle de la mondialisation, l'Afrique qui semble faible aujourd'hui devra se mettre à l'école de la guerre économique. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur la notion de subtilité
et sur la notion de flexibilité. Il faut bien qu'on comprenne qu'est-ce que l'on entend par subtilité et qu'est-ce qu'on entend par flexibilité. Alors, la flexibilité... Avec des cas pratiques, avec des des exemples pour qu'on puisse... Bien entendu. Ouais. Alors, la flexibilité, c'est l'attitude des États, puisque nous sommes dans le champ des relations internationales, c'est l'attitude des États qui comprennent les enjeux du monde et qui savent que nous sommes sortis depuis 30 ans de la crispation sécuritaire et que nous sommes entrés dans la crispation géoéconomique. Donc, la richesse pour la puissance et la puissance pour la richesse. Cela va donc se traduire concrètement par des transformations au niveau même des services de sécurité. Un État qui applique la subtilité ne va plus entretenir des services secrets orientés vers le renseignement politique. Il va travailler pour que ces services secrets se mettent aux enjeux économiques. L'opération de changement de mutation a été engagée par les États-Unis avant la chute du mur de Berlin et ça se poursuit. La Grande-Bretagne a suivi. En 2008 seulement que la France a réorganisé ses services secrets pour les mettre au service des enjeux géoéconomiques. C'est-à-dire qu'on n'espionne plus, pour faire simple, on n'espionne plus les acteurs politiques, on n'espionne plus trop, j'ai envie de dire des acteurs politiques, mais on espionne plutôt des entreprises, des multinationales, on déplace ça dans le champ de l'économie purement. Bon, disons que les efforts d'intelligence économique, nous allons parler de l'intelligence économique, parce que si nous parlons d'espionnage économique, cela signifie que nous sommes déjà rentrés dans le champ axiologique, parce que lorsque vous espionnez, vous tombez sous le coup de la loi et vous êtes condamné. Mais lorsque vous n'avez pas encore été pris, la main dans le sac, on peut dire que vous faites de l'intelligence économique. Voilà, moi, c'était pour simplifier les choses, en fait. Ça veut dire que... Bien sûr, tout le monde espionne, tout le monde. Mais seulement, à quelle fin espionnez-vous? À quelle fin faites-vous de l'intelligence économique? Vous faites de l'intelligence économique parce que vous avez peur qu'on renverse votre chef d'État, parce que vous avez peur que l'opposition prenne le pouvoir, parce que vous avez peur que le pays voisin vous envahisse. Non, ce n'est plus ça. La flexibilité consiste à faire en sorte que le dispositif militaire, qui est d'habitude très rigide, soit souple et se mette au service de l'économique, qui normalement n'est pas sa vocation originelle. Donc ça, c'est la flexibilité. Être en mesure de modifier la configuration de son corps de sécurité pour épouser les enjeux d'un monde où la richesse et la puissance sont devenus les enjeux majeurs. Nous parlons également de la subtilité parce que la violence aujourd'hui est bicéphale. Nous avons deux têtes de la violence. Il y a la violence conventionnelle que nous pouvons éprouver à travers la guerre ordinaire, soit la guerre nucléaire. Et nous avons la deuxième tête de la violence, qui est la violence non militaire, que nous pouvons retrouver sur le plan culturel, avec le soft power, sur le plan de la communication, des médias, et sur le plan de la guerre économique. Donc, la guerre conventionnelle est en train de connaître des mutations. Et un État subtil doit travailler à comprendre les modifications qui sont en train d'émailler sur le champ de la violence conventionnelle. Par exemple, je voudrais vous dire que depuis 1945, la référence pour la violence conventionnelle, nous avons assisté seulement à une dizaine de guerres de haute intensité, c'est-à-dire qui opposent des armées. Et nous avons assisté à plus de 200 guerres de basse intensité, des guerres qui opposent soit des groupes, soit des armées à des groupes terroristes, des groupes tribaux, des groupes religieux. Donc, cela signifie quoi? Un État subtil ne doit plus entraîner ses armées pour affronter d'autres États. Ouais. Et c'est ce qui est le cas dans la plupart des pays africains. Les armées sont entraînées pour faire face à des armées. Or, nous allons nous rendre compte que dans les guerres de basse intensité, les armées font face à des difficultés très importantes. Nous avons vu dans l'histoire au moins 3 exemples. Après la guerre de 1945, nous avons vu les États-Unis d'Amérique mordre la poussière au Vietnam. Nous avons vu la France mordre la poussière en Algérie et l'URSS, qui avait été valeureuse pendant une bataille qui est devenue très célèbre pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'URSS a mordu la poussière en Afghanistan.
Parce que les armées conventionnelles ne peuvent pas remporter les guerres asymétriques face à des groupes. Parce que les groupes sont dans leur milieu naturel. Les groupes maîtrisent l'environnement. Les groupes sont légers. Les groupes n'ont pas de procédure lourde. Or, dans les guerres conventionnelles qui opposent les armées à des armées, il faut en moyenne 24 heures pour qu'un ordre passe de l'état-major vers les fantassins qui vont appliquer. Entre-temps, les groupes qui sont en face ont eu le temps de se déplacer, de se mobiliser. L'autre facteur, c'est que l'intendance et la logistique des armées conventionnelles sont très lourdes. Et parfois, vous avez affaire à des effectifs qu'on croit pléthoriques sur le terrain, mais en réalité, ceux qui font la guerre sont réduits au strict minimum. Donc, il est très difficile aujourd'hui à une armée qui s'entraîne pour affronter une armée de faire face à des groupes tribaux, des groupes religieux ou des groupes ethniques. Donc, voilà une flexibilité qu'il faut opérer. Du côté maintenant de la deuxième tête de la violence bicéphale, la tête économique, il y a également une subtilité. Nous avons parlé tout à l'heure de la guerre économique et des courants de la guerre économique. Le courant français, l'école américaine, pour ne parler que de ces deux écoles, il y en a d'autres, il y a un courant chinois. Mais nous n'avons pas parlé du déni de la guerre économique. Les libéraux, à 100%, dénient le concept de la guerre économique. Ouais. Christian Schmitt, l'un de ces libéraux, va même jusqu'à dire que la guerre économique est un pseudo-concept. Alain Menck, pour ne citer que ceux-là, Alain Menck, Paul Krugman, disent qu'il n'y a pas de guerre économique, il n'y a que le libéralisme. Justement, parce qu'il n'est pas dans leur intérêt que la guerre économique soit comprise comme un concept et soit enseignée, parce que le principe même recommande la subtilité dans la guerre économique. Il faut avancer sans être vu, sans que l'adversaire ou alors même le partenaire ne sache exactement ce que vous visez. Vous avez raison à 100%, parce que la guerre économique est, comme je le dis dans mon livre, c'est ceux qui nient le plus la guerre économique qui la gagnent le plus. Donc plus vous niez que la guerre économique est un pseudo, plus que vous dites, vous soutenez que la guerre économique est un pseudo-concept, plus vous faites la guerre économique et plus vous la gagnez. Et plus ceux qui croient à ce que vous dites, et moins ceux qui croient à ce que vous dites font la guerre économique. Donc il est question de faire de la feinte. Ceux qui jouent au football, ceux qui sont des attaquants, savent ce que c'est que la feinte. Donner l'impression aux défenseurs qu'on va aller à droite et ensuite aller à gauche. Ça, c'est la clé de la guerre économique. Donner l'impression que c'est une affaire de violence, alors qu'en réalité, c'est une affaire de subtilité. Donner l'impression que c'est le plus fort qui gagne, parce que le plus fort, c'est celui qui veut rester le plus fort. Nous expliquons aux Africains que la guerre économique, c'est l'emploi subtil de la force dans le champ économique, parce que vous devez en même temps faire la guerre économique et nier la guerre économique. Ouais. C'est ça la subtilité. D'accord. Alors, je voudrais avec vous parcourir quelques concepts et on verra, vous ne répondrez pas par vrai ou faux, mais vous commenterez. La guerre économique renvoie à la dimension économique de la guerre. Est-ce qu'on peut le dire? Non, on ne peut pas le dire. Par contre, des auteurs l'ont déjà soutenu. Je parlais d'Ali Laïdi, qui a écrit 5 livres sur la guerre économique et qui, dans son histoire de la guerre économique mondiale, une somme de plus de 700 pages, a présenté la guerre économique de façon intime. Avec la guerre conventionnelle, parce que généralement on dit on fait la guerre conventionnelle pour l'économie. C'est-à-dire qu'on bombarde l'Irak pour son pétrole, on bombarde la Syrie pour le gaz, etc. Donc il y a eu toujours dans la plupart des travaux cette corrélation et je pense que même dans la compréhension quotidienne, on pense désormais que guerre conventionnelle et guerre économique vont ensemble et que la guerre économique n'est qu'une dimension de la guerre conventionnelle. Oui, on peut le prendre comme ça sur le plan populaire. Des gens qui ne sont pas renseignés, qui ne sont pas avertis, peuvent présenter la guerre économique comme étant la dimension économique de la guerre. Mais si on veut être strict et rigoureux dans la recherche en sciences sociales, il faut séparer la guerre économique de la dimension économique de la guerre conventionnelle. Lorsque nous sommes dans le champ de la violence, de la guerre conventionnelle, nous avons des armées qui mobilisent une force militaire et puis des acteurs armés pour produire la violence en vue de la paix. Parce qu'aucun pays ne fait la guerre pour s'installer dans la guerre. Tout le monde fait la guerre
en vue de fatiguer l'adversaire, d'épuiser l'adversaire, de l'amener à signer l'armistice et puis d'arrêter. De le dominer. Oui, la guerre conventionnelle se fait en vue de la paix. Mais la guerre économique, elle se fait tout le temps. Elle est routinière, elle est quotidienne. On ne sait pas quand la guerre économique commence, on ne sait pas quand elle s'arrête, parce qu'elle ne s'arrête pas. Parce que c'est dans les actes du quotidien, dans les actes de tous les jours, dans les programmes économiques, dans des programmes de relations internationales, dans les programmes monétaires, dans les programmes fiscaux, dans le commerce international, que sont inscrits les germes et les armes de la guerre économique. Et nous aurons l'occasion de regarder tout ça de plus près. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que si vous confondez guerre économique et dimension économique de la guerre conventionnelle, nous raterons la possibilité d'étudier cette subtilité dont la maîtrise va conditionner le réveil des pays africains. Les pays africains se réveilleront quand ils comprendront que ce qu'on appelle le libéralisme est en réalité l'autre visage de la guerre économique. Et qu'il ne faut pas se fier au libéralisme comme à une paix économique, mais plutôt comme au visage qu'on ne revendique pas de la guerre économique. Donc c'est dans cette subtilité qu'il faut s'inscrire pour établir la différence fondamentale entre la guerre conventionnelle et la guerre économique. Et pour finir sur ce thème, les auteurs qui étudient la guerre économique généralement se catégorisent en 3 groupes. Nous avons d'une part ceux qui pensent que la guerre économique, c'est la dimension de la guerre conventionnelle. Nous avons de l'autre ceux qui pensent que la guerre économique, c'est substituer à la guerre conventionnelle, vu que la manifestation ultime de la guerre conventionnelle est devenue une impasse, notamment l'atome nucléaire. Aucun pays au monde n'est plus en mesure aujourd'hui de déployer l'atome nucléaire. Malgré les intimidations, malgré tout ce qu'on peut observer, l'atome nucléaire reste confiné dans une préoccupation essentiellement de dissuasion. Tout à fait. Et enfin ceux qui pensent que la guerre économique a pris le pas parce que la guerre conventionnelle est devenue très coûteuse, militairement et financièrement. Donc voilà les 3 grandes thèses. Mais nous sortons dans une 4e thèse. Donc, à part les mutationnistes, à part les confusionnistes, nous sortons une 4e thèse qui est la subtilité. Nous disons qu'il y a une seule violence, mais qui est bicéphale. Il y a la tête conventionnelle et il y a la tête économique. Lorsque nous sommes dans la tête conventionnelle, nous devons savoir qu'il y a les guerres de haute intensité, mais que ces guerres sont en train de s'épuiser et que les armées doivent se préparer à faire des guerres de basse intensité. Et quand nous sommes dans la tête de la guerre économique, nous devons savoir que cette violence est routinière, c'est de tous les jours. Et il faut savoir que c'est inscrit même dans l'ADN du libéralisme. D'accord. Alors, prenons un autre concept. La guerre économique est synonyme de la concurrence commerciale. Là encore, il y a un certain nombre d'auteurs qui confondent... Parce qu'ils disent on ne va pas parler de guerre, c'est juste de la concurrence. On est dans une économie libérale, donc c'est normal qu'il y ait une forme de concurrence sur la scène internationale. Oui, là, c'est les arguments qui sont déployés par les auteurs pour dire non. En réalité, il n'y a pas de guerre économique, il y a plutôt concurrence. Les entreprises ont des concurrentes. Et puis, celles qui n'innovent pas, celle qui ne fait pas du marketing va disparaître. Celle qui innove et qui se renouvelle et qui fait du marketing va survivre. Ça, c'est leurs arguments. Mais je suis en train de dire que la guerre économique fait intervenir la puissance publique. Il n'y a pas de guerre économique entre 2 entreprises parce que les entreprises sont sur le marché et font de la concurrence. Mais si jamais la puissance publique d'un pays intervient pour modifier la configuration de la guerre, de la concurrence. De la concurrence. On n'est plus dans la concurrence commerciale, on est dans la guerre économique. Dans la guerre économique. Et on a des exemples qui peuvent démontrer ces cas de figure, notamment aux États-Unis, même en Europe d'ailleurs. Bien entendu. Nous avons une très grande querelle, une grande guerre qui est enseignée, la guerre économique EADS-Boeing. Donc nous avons vu comment le Pentagone intervient dans une concurrence commerciale entre Boeing et EADS au sujet des avions que le Pentagone voulait acheter. Donc nous avons vu à quel point le think tank créé par le Pentagone a influencé la décision en faveur
de la commission de passation des marchés en faveur de Boeing. EADS a fait appel. Boeing a perdu le marché parce que la preuve était établie que la puissance publique américaine avait utilisé des méthodes d'espionnage pour lire l'offre de EADS et avait annulé l'appel. Donc, lorsque deux entreprises sont concurrentes sur un marché, on parle de concurrence commerciale. Mais lorsqu'une puissance publique intervient pour fausser ou alors pour influencer, pour modifier la configuration de la concurrence commerciale, on parle de guerre économique. Pour bien comprendre ce concept, puisqu'on ramène un peu ça au continent africain, on peut parler effectivement de la plupart, et on a connu des cas dans plusieurs pays africains, où vous avez des marchés qui sont tantôt attribués à des compagnies différentes et qui, parfois par l'intervention de la France, se retrouvent entre les mains de la France. On a connu plusieurs cas d'interventionnisme comme ça, où on a vu la puissance publique française se mobiliser pour aider des groupes privés à gagner des marchés en Afrique. On ne va pas forcément les citer, mais des exemples le cas le plus récent, même si on ne le cite pas, le cas le plus récent... On peut le citer, rien ne nous implique. Date de 2000, avec l'arrivée du président Hollande au Cameroun. Au Cameroun, justement. On a vu immédiatement qu'après cette visite, le terminal à conteneurs du port de Kribi a été attribué à un opérateur qui n'était pas premier dans les dépouillements. Donc, voici des cas où une puissance publique intervient et modifie la configuration dans le but d'assurer les intérêts sécuritaires, économiques et de puissance qui sont stratégiques pour lui. C'était justement un bon exemple pour comprendre cela. Alors, prenons le concept, ce concept de guerre économique. Est-ce qu'on peut dire que ce concept, en définitive, permet d'avoir deux formes, c'est-à-dire la violence de la guerre conventionnelle et celle de la guerre économique? Est-ce que c'est opposé? Est-ce que les deux ne vont pas ensemble? Les deux vont ensemble. Ouais. La violence est bicéphale. Je dis même que c'est la même violence. Mais il faut être très subtil dans la manière de présenter les deux. Parce que si nous disons que la guerre économique, c'est de la violence, cela implique quoi? Que les pays africains ne doivent pas faire la guerre économique. Or, tout le monde fait la guerre économique. Si vous ne faites pas la guerre économique, quel est votre avenir? Vous disparaissez. Parce que vous allez perdre des parts de marché à l'étranger, vos multinationales, et chez vous, les multinationales d'ailleurs, vont tout rafler. Et à un moment donné, vous ne serez plus qu'un territoire. Vous n'aurez plus d'existence en termes de puissance. Donc, il faut faire très attention. La violence est axiologique. Ça veut dire que personne n'aimerait enseigner la violence dans une école. Personne n'aimerait prêcher la violence. Mais pourtant, nous lisons les manuels de guerre économique en France. Les Français font l'apologie de la guerre économique comme un moyen de suivi stratégique pour leur pays et leur gouvernement au niveau national, au niveau communautaire au sein de l'Union européenne. Nous avons vu à quel point les géoéconomistes américains se soucient de la montée, se soucient des intérêts américains au regard de la montée en grade de la puissance chinoise, qui, il y a quelques années, était une économie essentiellement ravagée par le communisme, mais qui, en 30 ans, a opéré un revirement et qui a employé l'arme monétaire, l'arme du taux de change, pour inonder le marché avec des productions à bas coût. Donc, il faut faire une distinction fondamentale entre les deux têtes de la violence pour que les pays africains soient en mesure de comprendre que même si la violence conventionnelle n'est pas recommandable, puisque tout le monde veut vivre en paix, eh bien... Enfin, tout le monde dit vouloir vivre en paix. Bien entendu, il faut nuancer. Parce qu'il y a une économie de la guerre, il y a un business de la guerre. Étant donné, mais l'Afrique ne fabrique pas les armes. Ouais. Donc, ceux qui pas fabriquent encore, les armes, elle devrait peut-être penser à donc, s'y mettre. Il ne faut pas que l'Afrique pense que la paix étant la recherche ultime des relations internationales, c'est depuis 1945, lorsqu'on a connu tant de morts, plus de 50 millions de morts, on a décidé que ça n'arrivera plus. Mais je vous ai dit qu'entre 1945 et aujourd'hui, nous avons connu une dizaine de guerres de haute intensité et plus de 200 guerres de basse intensité qui ont fait entre 30 et 35 millions de morts. Donc, la guerre n'est pas finie. Pas du tout. Mais on ne peut pas recommander la guerre. Par contre,
l'autre violence. Mais pourquoi la on ne peut guerre pas économique. recommander la guerre? Parce que je pense que dans cette posture, on a toujours une envie, permettez-moi l'expression, de prêcher ce qui est bien ou ce qui serait bien. Pourquoi on ne peut pas recommander la guerre alors que les autres la font Oui, et ne se gênent pas pour la faire? la guerre conventionnelle est encadrée par le droit de la guerre. Ouais. Le droit de la guerre dit qui doit faire la guerre, dans quelles conditions il faut Mais faire on la a bien guerre. vu que quand les intérêts, notamment de certaines grandes puissances, sont en jeu, ils s'en foutent du droit de la guerre. Vous vous souvenez bien de la première guerre d'Irak. L'ONU a été opposée, toute la Bien communauté entendu. internationale, mais ça n'a pas empêché que les États-Unis décident de faire leur guerre parce qu'il était dans leur intérêt de la faire. Oui, je comprends très bien que les enjeux de puissance bafouent les enjeux du droit, parce qu'il y a toujours eu ce débat entre le droit international et les relations internationales. Je comprends très bien qu'on soit amené à bafouer, pour des enjeux de puissance, le droit et ce qui devrait être de prévaloir, c'est-à-dire la recherche de la paix. Vous avez raison, mais je voudrais mettre l'accent sur la guerre économique, qui, elle, est plutôt niée. Au lieu de la nier, nous devons la nier en la faisant. Donc il ne faut pas tomber dans le piège du déni de la guerre Dans une économique. forme de naïveté, on aura De toutes les l'occasion, façons, pour la guerre, en effectivement, conclusion, ouais. pour la guerre conventionnelle, on ne peut pas faire l'apologie de la guerre, mais il faut se préparer à la guerre. Parce que qui veut la On paix, ne peut pas la faire officiellement. on ne peut pas la faire officiellement, mais qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, vous devez savoir que vous pourrez être annexé, que vous pourrez être attaqué, mais c'est pour cette raison que je dis, la guerre de haute intensité, il faut la réviser et préparer les armées nouvelles à guerres. faire les guerres de basse intensité. D'accord. Avant de venir à la dernière partie de cette émission, on va marquer une pause. J'aimerais quand même partager avec vous un dernier extrait de votre ouvrage. La guerre économique nous semble le levain même de la mondialisation. L'étudier profondément et sereinement pour la rendre intelligible revêt un enjeu significatif. Permettre aux perdants de ce grand mouvement historique à nul autre pareil de trouver leur voie dans la compétition féroce à l'échelle mondiale. Les plus forts d'aujourd'hui gagneraient à l'anier afin de conserver leur puissance sans péril. Exact. Nous sommes toujours dans la métaphore de Sun Tzu. Utiliser les rochers et les projeter sur les œufs. Mais si jamais les œufs sont déplacés, les rochers n'atteindront pas leur objectif. Donc l'enjeu ici, c'est d'indiquer aux Africains comment déplacer leurs œufs afin que les rochers ne s'écrasent pas sur les œufs. Justement, et de dire qu'on ne fait pas la guerre économique justement quand on est en train de la faire. Donc, Bien en entendu. d'autres termes, quand on fait la guerre économique, tout le monde ne doit pas le savoir. Vous dites que vous déplacez les œufs. Voilà. Vous ne dites Vous pas que faites vous du faites la guerre libéralisme, économique. vous faites Tout à du fait. protectionnisme, mais vous ne faites pas de la guerre économique. Bien entendu. Nous marquons un arrêt et nous venons pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Pour la dernière partie de cette émission de l'intelligence du monde consacrée à la guerre économique, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une longue série que vous allez avoir à suivre sur Vox Africa. Nous avons une première partie qui est la partie entretien, où avec l'auteur de ce livre exceptionnel, le docteur Simo Diom, sur la guerre économique, nous allons essayer de comprendre ce concept, comprendre ces phénomènes pendant 4 émissions, et nous aurons une deuxième phase consacrée au débat avec d'autres acteurs qui viendront justement pour que nous puissions en savoir davantage sur cette notion assez récente finalement et presque inexistante dans les études en Afrique. Alors, je voudrais, pour sortir de cette émission, qu'on évoque avec vous quelques notions, quelques concepts que j'ai vus dans votre livre. Il y a le premier concept, c'est la dissimulation. Vous parlez de la dissimulation de l'intention belliciste. Ça veut dire qu'il faut se cacher. Bien entendu. Alors, la guerre économique, j'ai voulu la saisir d'une manière précise. Et j'ai élaboré une critériologie pour saisir la guerre économique. Donc, 5 critères. Lorsqu'on parle de guerre économique, il faut que 5 critères soient réunis. Le premier, c'est celui que vous évoquez, la dissimulation. Donc, il est question de faire du libéralisme, mais sous couvert du libéralisme, de faire de la guerre économique. Donc, ceux qui font du libéralisme en vue de la paix économique se trompent d'enjeu. Mais ceux qui font du libéralisme avec en arrière-plan des enjeux de protection, le protectionnisme économique, des enjeux
de défense, la sécurité économique, des enjeux même de projection. Enjeux de projection, la diplomatie économique, eh bien ceux-là sont en train de faire la guerre économique. Ça, c'est le premier critère. D'accord. Il y a un deuxième critère qui, moi, m'a marqué, c'est la compétition. Oui, c'est un néologisme, la compétition. Un mélange de coopération et de compétition. Le néologisme, nous le devons à un chercheur japonais, si mes souvenirs sont bons, mais il y a deux chercheurs américains, Barry Nelboff et Adam Brandenburger, qui ont consacré tout un livre à ce concept néologique qui est intitulé Competition. Donc, ils expliquent quoi en fait? C'est qu'au sein de la mondialisation, il y a deux grandes thèses pour étudier le management stratégique, la coopération, à savoir que la théorie des échanges économiques est basée sur la maîtrise des avantages comparatifs. Je fabrique la brosse à dents, fabriquer la pâte dentifrice, nous avons des intérêts communs et nous conquérons le marché. Ça, c'est la coopération. Ça, c'est l'économie à somme positive, c'est-à-dire nous gagnons ensemble. Mais il y a également une deuxième théorie, la compétition, qui, elle, est basée sur la société à somme négative, l'économie à somme négative. Tu gagnes ce que je perds. Et là, nous devons la divulgation à une échelle populaire de cette théorie à un économiste américain, Lester Turow, qui expliquait que l'économie est un zéro-sum game, donc un jeu à somme négative. Ça veut dire, nous sommes en pleine compétition. Le gâteau est réduit. Si je gagne tout le gâteau, tu disparais parce que tu n'auras plus rien. Donc, la guerre économique, à notre avis, se situe dans la conjonction entre la compétition et la coopération. Ce n'est ni la compétition féroce totale, ni la coopération qui est l'angélisme et le romantisme économique, mais c'est dans la combinaison des deux. Je prends un exemple très simple. La guerre économique qui oppose en ce moment, et pour être plus précis, la guerre commerciale, les États-Unis à la Chine, les États-Unis et la Chine ne sont pas des ennemis, c'est des partenaires. Ils continuent d'échanger sur le plan commercial, sauf qu'ils sont en guerre économique parce que les États-Unis estiment qu'ils sont volés sur le plan technologique par la Chine. La Chine, elle estime qu'elle produit suffisamment et que les États-Unis d'Amérique n'ont qu'à produire aussi. Donc, la Chine a un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis et pour corriger cet excédent, les États-Unis haussent le taux de douane. Et pour répondre, la Banque centrale de Chine baisse le taux à la banque centrale. Donc, vous comprenez donc que la guerre économique ne se fait pas entre ennemis, c'est entre partenaires. Normalement, on ne devrait pas être étonné d'étudier un cas de guerre économique entre le Maroc et le Nigeria. D'ailleurs, il y en a dans le livre. Entre le Nigeria et l'Afrique, il y en a dans le livre, notamment au sujet de la zone de libre-échange pour le commerce. Ouais. Il y a un cas de guerre économique entre le Nigeria et le Maroc. Donc, on ne doit pas être étonné de dire qu'il y a un cas de guerre économique entre deux pays voisins ou bien entre deux pays partenaires, parce que la guerre économique, c'est la routine. Et c'est une alliance entre coopération et compétition, bien entendu. Alors, avançons rapidement, la concordance et la complémentarité des enjeux financiers et des enjeux politiques. Effectivement. Alors, la guerre économique vise la richesse parce que l'enjeu majeur, c'est le PIB. Ouais. Alors, il faut que le PIB croisse. Pourquoi? Parce que les citoyens doivent être logés, les citoyens doivent être nourris, ouais. Ils doivent être soignés, il faut des infrastructures, etc., etc. Il faut faire produire des idées, il faut innover. Mais ce n'est pas tout. Il faut être en mesure de parler avec autorité sur la scène du monde. D'où l'enjeu de puissance. Donc la guerre économique vise, au-delà de la richesse, la puissance. Un pays tel que les États-Unis d'Amérique ne se contente pas d'avoir un PIB qui est plus élevé que celui de tout le monde. C'est vrai que son PIB global n'est plus le plus important, mais son PIB au niveau du citoyen par habitant est toujours considérable. Mais les États-Unis s'intéressent beaucoup plus à la manière dont ils peuvent influencer la marche du monde. La marche du monde et les mentalités des autres. Parce qu'une fois que les autres vont utiliser vos schémas de pensée, vos schémas intellectuels, vos schémas de consommation, ils sont à votre merci.
dont la guerre économique vise non seulement la richesse, mais surtout la puissance. Le Alors, jour où il y aura seulement la richesse, ouais. ce sera la concurrence commerciale. Alors, il nous reste très peu de temps, c'est vraiment en 30 secondes. Il nous reste 2 petits points. Les armes. Les armes Oui, et les la armes. main invisible. Et la main visible Oui, de les la armes, puissance publique. Oui. les armes, nous avons des armes dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine du commerce international, les armes dans le domaine des normes, dans le domaine de la conformité, mais également l'intervention, le dernier critère, c'est-à-dire l'intervention. Nous en avons déjà parlé, c'est quand une puissance publique intervient pour modifier la configuration du commerce ou bien de la compétition, qu'on parle de guerre économique. Merci beaucoup, Dr Simodium. De toute façon, nous aurons l'occasion, lors de la prochaine émission, de revenir un peu plus en profondeur sur certains de ces concepts. C'était le premier rendez-vous de cette longue série. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte en vous rappelant cet ouvrage, La guerre économique, de Maurice Simodium. Je n'ose même plus dire qu'il est recommandable. Je pense que vous l'avez tout de suite compris. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.